Bienvenue à tous à une nouvelle partie. Abandonner la fonction auto et apprendre à prendre des photos manuellement. C'est une partie énorme et nous espérons que vous êtes vraiment impatients de la commencer parce que nous allons couvrir les bases et les connaissances de base dont vous avez besoin pour prendre des photos magnifiques. Alors qu'allons-nous apprendre dans cette section ? Des choses comme l'exposition, l'ouverture, la sensibilité ISO, la vitesse d'obturation, vous pouvez ne rien savoir sur ces sujets, c'est pour cela que vous suivez ce cours. Nous allons tout expliquer en long et en large. Nous allons parler du focus, la mise au point, pour nous assurer que vous savez comment mettre les choses sous focus, mais aussi comment utiliser le focus d'une manière créative. Nous allons aussi parler de l'utilisation du pose-mètre intégré à l'appareil photo afin d'avoir une exposition correcte. Nous couvrirons également quelques situations comme la prise des objets rapides ou prise en lumière basse, ou encore des prises de nuit. Ce sont donc quelques sujets que nous espérons vous raviront et maintenant passons la main à Sam. Dans cette section, nous expliquerons comment se passer du mode automatique au profit du mode manuel. Pour cela, il est impératif de bien comprendre comment réussir l'exposition de sa photo. Ce que fait un appareil photo, c'est d'une part capturer la lumière qui émane de l'extérieur, et d'autre part contrôler la quantité de lumière entrante qui vient exciter le capteur photo. Le photographe devra donc s'assurer de deux choses: la quantité de lumière qui éclaire mon sujet, cette lumière qui éclaire ce que j'essaye de photographier. Vous la voyez d'ailleurs maintenant, il y a plus de lumière sur le côté gauche de mon visage que sur le côté droit. Le deuxième facteur, vous avez le contrôle total dessus. C'est la quantité de lumière que vous autorisez à entrer dans l'appareil pour obtenir une image exposée correctement. Si vous surexposez, vous aurez laissé trop de lumière entrer et votre image paraîtra trop blanche ou trop claire, ou les éléments dans votre photo paraîtront trop pâles. Si au contraire vous sous-exposez, vous obtiendrez une image trop sombre, vous perdrez trop de détails. Et l'image devient trop contrastée. Donc en bref, régler l'exposition revient à contrôler la quantité de lumière qui vient exciter le capteur photo pour obtenir une image plus contrastée ou plus claire. Il n'y a que 3 outils dans votre appareil qui permettent de contrôler la quantité de lumière incidente: l'ouverture f-stop, la vitesse d'obturation et l'ISO. Nous les détaillerons dans les prochaines leçons. La première action pour contrôler son exposition se fera à travers l'objectif. Et le seul élément dans votre objectif qui contrôle la quantité de lumière entrante est le diaphragme. On utilisera aussi les termes ouverture ou f-stop ou nombre f durant les leçons. Pour réduire la quantité de lumière qui entre dans votre appareil, vous pouvez fermer le diaphragme de votre optique. Chaque fabricant d'objectifs a sa propre technologie pour réaliser cette fermeture, et j'avoue que c'est technologiquement très remarquable et avancé. Tous les objectifs ont un nombre affiché sur la face avant, du type 1, puis 2 points, puis un nombre. Ce dernier nombre décrit l'ouverture la plus grande ou la plus rapide de l'objectif. Généralement, ces nombres vont de 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22... Chacun de ces nombres est directement lié à une quantité de lumière. En passant par exemple d'un nombre à un autre, qui lui est directement supérieur, on divise par 2 la quantité de lumière entrante. Cela peut paraître un peu contre-intuitif puisqu'on réduit la lumière incidente en augmentant le f-stop. Mais on s'habitue rapidement à l'idée que plus le nombre est bas, plus le diaphragme est ouvert. Une manière simple pour comprendre le diaphragme est de le comparer à nos yeux. La pupille est une des optiques les plus fascinantes du monde. Si vous regardez de près les yeux d'un ami à l'extérieur en plein jour, vous verrez que ses pupilles sont très petites. Puis si vous vous mettez dans une salle obscure, vous observerez ses pupilles se dilater pour laisser plus de lumière entrer et ainsi mieux voir. Alors bien que votre objectif permette de contrôler la quantité de lumière incidente, notamment en la réduisant, n'oublions pas qu'il y a d'autres facteurs qui agissent sur l'exposition. Chez l'humain, derrière la pupille, la lumière est traitée par le très sophistiqué cerveau, alors que sur votre appareil, vous devrez agir sur d'autres paramètres pour une bonne exposition. Regardons maintenant une autre conséquence quand on change l'ouverture. Plus votre diaphragme est ouvert, ou plus bas est votre nombre f, alors plus courte sera votre profondeur de champ,
Prenons le cas de cette image par exemple, elle est prise à une ouverture ou un f-stop de 1.4. On voit bien que la profondeur de champ est extrêmement courte. Et bien qu'on puisse voir la scène dans des circonstances peu éclairées, une infime partie apparaît nettement dans l'image. A l'opposé, si on augmente le nombre f à f16, beaucoup plus d'éléments dans la scène apparaissent nets. Et donc la profondeur de champ devient beaucoup plus longue. Voici donc comment le f-stop affectera votre image. D'une part, vous agirez sur la luminosité de votre image, et d'autre part, il vous sera plus ou moins difficile d'avoir votre sujet net et bien au point. Nous venons à peine d'effleurer ce sujet, mais nous reviendrons très bientôt sur comment la mise au point impacte votre image. Sur comment contrôler ça et quels autres facteurs interviennent dans la mise au point. Il y a une raison qui fait que l'optique est primordiale. C'est le premier élément que traverse la lumière. Et c'est aussi ce qui façonnera la lumière pour donner le look final de votre image. Précédemment, nous avons parlé du diaphragme qui contrôle la quantité de lumière qui passe par l'objectif. Le deuxième élément qui contrôle la lumière entrante est l'obturateur. L'obturateur autorise la lumière d'entrer en contact avec le capteur et de l'exciter. Lorsque vous regardez à travers le viseur optique, vous voyez la lumière qui traverse votre objectif. Vous voyez de combien de lumière vous disposez, mais c'est l'obturateur qui limitera le temps pendant lequel cette lumière peut venir exciter le capteur et permettre finalement ce qu'on appelle l'exposition. Vous avez sans doute entendu parler de la vitesse d'obturation. C'est un nombre qui décrit la vitesse à laquelle l'obturateur va être en mouvement. Prenons par exemple la vitesse 1/8 de seconde. Ça paraît rapide car l'obturateur effectue son mouvement durant cette courte période. En réalité, cette vitesse est relativement lente et si vous tenez votre appareil à la main, vous n'aurez pas une image bien nette. Notez qu'il est bien plus courant de photographier à la vitesse de 1/250 de seconde ou 1/400 de seconde ou 1/4 de seconde. Durant cette très courte durée, l'obturateur aura eu le temps d'effectuer son aller-retour. Quand on shoot à 1/8 de seconde, on permet à plus de lumière d'entrer. L'image est alors plus lumineuse, alors qu'avec un temps de pause de 1/4 de seconde, l'obturateur laissera peu de temps pour très peu de lumière de pénétrer. Un autre facteur à prendre en compte, c'est qu'en ralentissant votre obturateur, vous obtiendrez des photos avec du flou de bouger ou des effets de traînée. Généralement, si vous tenez votre appareil réglé à plus de 1/60 de seconde, comme la main est toujours tremblante, vous n'obtiendrez pas une image nette, mais plutôt avec du flou de bouger ou des effets de traînée. Donc selon la situation et selon la quantité de lumière disponible, vous ajusterez votre vitesse d'obturation. Vous vous direz par exemple, je vais mettre mon ouverture à f4 et comme la lumière est abondante, je vais augmenter significativement ma vitesse d'obturation. Ou au contraire, si la lumière ambiante est insuffisante, vous ralentirez votre obturateur pour laisser passer plus de lumière. C'est très important que vous testiez différents temps de pause ou vitesse d'obturation pour comprendre comment elles affectent votre image. Généralement, j'aime me mettre sur 1/100 de seconde. C'est sans risque, car même si un objet est rapide, il apparaîtra net et sans flou de mouvement. Mais parfois, vous serez dans des conditions faiblement éclairées. Dans ce cas, stabilisez votre appareil photo et ralentissez votre vitesse d'obturation pour obtenir une image la plus nette possible. Attention, une vitesse lente d'obturation présente aussi des intérêts propres, car il existe plusieurs manières de l'utiliser de manière créative. Vous obtiendrez d'ailleurs des effets très sympas. Une de mes applications préférées, c'est prendre une photo, en photo, les feux de voiture la nuit. On obtient de longues lignes de lumière parcourant les routes. C'est obtenu avec des temps de pause très longs. Mais surtout, n'oubliez pas, vous devez tester par vous-même pour mieux comprendre ce que donne 1/30 de seconde comme résultat, ou alors 1 seconde ou même 30 secondes de temps de pause. C'est vraiment la meilleure façon de maîtriser l'exposition par vous-même. Après l'ouverture et la vitesse d'obturation, le dernier facteur qui influe sur l'exposition est la sensibilité ISO, anciennement appelée ASA. L'ISO a changé à travers les années. On l'utilisait déjà pour les pellicules argentiques, mais d'une autre manière. L'ISO, ou l'ASA, était un système ou une échelle d'indices qui permettait de mesurer combien la pellicule était sensible à la lumière. À l'époque, les pellicules étaient couvertes de cristaux qui réagissaient chimiquement à la lumière.
Il fallait suivre tout un protocole en salle obscure pour développer et tirer l'image. Une pellicule à ISO égale à 100 était recouverte de cristaux de taille fine qui avaient besoin de beaucoup de lumière pour réagir et obtenir une exposition correcte. À l'opposé, une pellicule à ISO 1600 était recouverte de cristaux de taille plus importante qui réagissaient sous une lumière plus faible. La contrainte était que l'image finale apparaissait plus granulée. On pouvait deviner les grains à l'œil nu sur la photo développée. Beaucoup de gens continuent de préférer la photo sur pellicule pour justement cet aspect granulé qui donne une certaine texture à l'image. Dans la technologie numérique actuelle, on continue de parler l'ISO. Mais l'aspect chimique est remplacé par un microprocesseur qui gère des 0 et des 1. Le rendu de l'image finale est donc forcément différent de celui des photos obtenues par pellicule. Bien, dans la photographie moderne, nous continuons donc d'utiliser l'échelle de sensibilité ISO. L'indice 100 donnera une faible sensibilité et requerra plus de lumière pour une exposition correcte. L'indice 16000 impliquera une forte sensibilité et requerra beaucoup moins de lumière pour une exposition correcte. La partie réjouissante est que la technologie numérique ne cesse d'évoluer et les appareils photo ne cessent de gagner en sensibilité. On peut shooter aujourd'hui à ISO 3200 ou 6400 pour des résultats très corrects. Il existe même des appareils qui permettent de travailler sous un ISO de 400 000. On peut dire alors que certains appareils voient mieux la nuit que l'œil humain. Cependant, avec un appareil numérique, dans les niveaux élevés d'ISO, on retrouve l'aspect granulé de l'image comme en argentique. Mais cette dégradation d'image sera différente. On parle alors de bruit numérique, puisque dans un cas, c'est un processeur qui restitue l'image, et dans l'autre, ce sont des cristaux qui réagissent à la lumière. Tout dépendra bien sûr de l'appareil photo que vous utilisez, comment il lit la lumière, et comment il lit et restitue les grains. Je vous conseille donc naturellement de sortir tester votre appareil dans des conditions faiblement éclairées. Avec certains appareils, une photo prise à ISO 6400 vous donnera une très belle image et bien propre. Avec d'autres, l'ISO 6400 donnera une image composée de points rouges, verts et bleus. Un autre paramètre à prendre en compte est la taille de votre capteur, qui influera sur la sensibilité maximale de votre capteur. Sachez qu'à un indice ISO identique, un capteur plein format et d'autres capteurs de taille plus réduite auront des sensibilités très différentes. Un capteur plein format, de par sa taille, disposera de plus de lumière, puisque sa superficie est forcément plus grande. Si vous observez votre smartphone par exemple, le capteur embarqué y est de taille ridiculement petite. Mais bien que les images prises paraissent de très bonne qualité, on se rend compte la nuit que la qualité d'image baisse très rapidement. Un appareil photo professionnel comme le Nikon D800 dispose d'un capteur tellement grand qu'il produit des images propres même dans des conditions à faible éclairage ambiant. Donc retenez que l'ouverture et la vitesse d'obturation régulent la quantité de lumière entrante, alors que l'indice de sensibilité ISO permet de régler la sensibilité de votre capteur photo. Mon meilleur conseil est que vous sortiez tester les limites de votre appareil et que vous trouviez l'indice ISO qui vous va le mieux et quel sacrifice vous êtes prêt à faire pour obtenir un niveau de bruit acceptable. Maintenant que nous avons parlé de l'exposition, de ce qu'est le diaphragme et la vitesse d'obturation et l'ISO, il faut savoir que le photographe expérimenté est capable de manipuler ces trois variables simultanément et correctement. Certains appellent ces trois éléments le triangle d'exposition. Ce sont les trois variables qui vont affecter directement l'exposition de votre image. Lorsqu'il s'agit d'exposition, il n'y a pas de règle absolue que vous devez de suivre aveuglément. Ça sera à vous, en tant que photographe, de décider, suivant vos préférences, quel f-stop vous mettrez en ouverture, quelle vitesse d'obturation et quel indice ISO. Et selon la situation, vous choisirez un réglage plutôt qu'un autre, car le rendu vous plaira plus. Bien sûr, en pleine journée ensoleillée, le choix du réglage vous semblera plus facile, puisque vous réglerez votre ISO au plus bas, donc à 100, car la lumière est plutôt abondante. Puis, si vous décidez de shooter à f4, alors faites en sorte que votre appareil sélectionne la vitesse la plus appropriée en vous mettant en mode priorité à l'ouverture. Il y a aussi des situations plus difficiles. Si vous êtes dans une salle sombre, vous devrez capturer toute la lumière disponible. Je commencerai alors par régler l'ISO à un niveau élevé, sans trop endommager la qualité d'image, disons ISO 1600. Puis je réglerai la vitesse à 1/60 de seconde pour ne pas obtenir trop de bouger quand je travaille en tenue à la main.
Et enfin, j'ajusterai l'ouverture jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Donc concrètement, je vais prendre un premier cliché et si la photo apparaît trop sous-exposée, j'ouvrirai le diaphragme un peu plus, donc je me règle sur un f-stop supérieur. Voire peut-être j'augmenterai mon ISO d'un cran. Vous devrez vous exercer souvent avant de commencer à faire les bons réglages instinctivement. Prenez des photos, puis transférez-les sur votre ordinateur. Essayez de voir ensuite ce que vous pouvez et ne pouvez pas corriger dans l'exposition. C'est un exercice très formateur. Donc au moment d'effectuer votre prise, vous aurez besoin de prendre en compte ces 3 variables d'exposition. Pour vous simplifier la vie, vous pouvez fixer votre ISO pour vous concentrer plus sur le temps de pause et l'ouverture. Parfois, si vous disposez de beaucoup de temps, prenez une photo à ISO 100, puis à ISO 200, puis 400, puis 800, puis 1000, puis 2000. Observez et comparez les différents résultats et sélectionnez l'indice ISO qui vous paraît le mieux. Répétez le même exercice en variant cette fois la vitesse d'obturation. C'est un des grands avantages de la photo numérique, le fait de pouvoir prendre des milliers de photos sans se soucier d'un quelconque consommable. Donc pratiquez un maximum pour entraîner votre œil et trouver l'exposition qui vous va. Maintenant que nous savons ce qui affecte l'exposition d'une photo, le fameux triangle d'exposition, l'étape suivante est de réussir son focus ou sa mise au point. Le but n'est pas seulement d'obtenir quelque chose de net et clair sur son image, mais de réussir aussi la partie floue et comment le flou est rendu dans l'image. Lorsqu'il s'agit de la mise au point, il y a 2 éléments qui rentrent en jeu et qui altèrent le plan de focus, ou ce qui est au point et ce qui ne l'est pas. Le premier est le f-stop, nous l'avons déjà expliqué, il permet de réguler la quantité de lumière qui entre, mais agit directement aussi sur la profondeur de champ. Le deuxième facteur est l'objectif. Un téléobjectif ou une grande focale affiche moins de choses nettes sur votre image, ce qui vous permet de concentrer la mise au point sur un seul élément et intéresser les regards sur une partie essentiellement. A l'opposé, vous aurez les objectifs grand angle qui afficheront plus de choses nettes sur votre image. L'espace pris en photo est plus grand et tout est ramené en face de votre regard. Pour moi personnellement, j'aime prendre en photo des choses de grande échelle. Comme une montagne par exemple, avec un téléobjectif. Généralement, on se rend en haut d'une montagne pour avoir une belle vue aérienne. On utilise alors un objectif grand angle qui permet d'avoir une belle vue d'ensemble. De plus, l'image dans son ensemble apparaîtra nette. Par contre, si vous optez pour une grande focale et que vous reculiez de quelque part, vous serez capable de voir plus de détails, mais surtout, une partie de la photo sera hors focus. Par exemple, les nuages dans l'avant-plan seront flous, mais la crête de la montagne derrière sera nette. Il faudra expérimenter un peu et observer beaucoup d'images pour comprendre. Par exemple, cette image prise avec un grand angle, toutes les fleurs apparaissent nettes, on voit tout clairement. Si maintenant on utilise une optique à grande focale, même sur f4, on voit alors à quel point la profondeur de champ est réduite. Donc vous avez pu constater sur ces exemples que la mise au point est un processus créatif. Avoir cette liberté de décider ce qui apparaîtra net ou pas est essentiel pour devenir photographe, car vous contrôlez le rendu final de l'image. Dans les 2 prochaines leçons, nous allons parler du focus manuel et de l'autofocus, car jouer avec la mise au point est créatif. Mais parfois, vous voudrez être sûr d'obtenir une photo nette.